Bonjour à tous. Donc, je voulais sincèrement remercier les personnes qui m'ont proposé de faire ce topo. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas l'habitude de faire des topos, mais pour la ville, pourquoi pas. Donc, en particulier Margot qui m'a sollicité il y a déjà quelques mois. Donc, en effet, initiation des traitements de l'obésité, j'ai rajouté un petit peu suivi et accompagnement. Qu'est-ce qu'on va prendre en charge pour nos patients? Donc, le professeur 10 a avancé sur des petites choses que je vais présenter. Donc, là, voici mes liens d'intérêt actuels, donc quelques intérêts avec les labos sur certains produits. Donc, en effet, ce que je voulais dire, c'est que déjà, quand le patient arrive, il connaît plein de choses, il ne connaît pas, il demande pas. Surtout ce qu'il a eu, le patient. Donc, j'ai quelques liens. Là, j'espère que ça va fonctionner. Pour vous montrer un petit peu sur quoi ils tombent, parce qu'ils vont quand même toujours sur Google. Et en effet, quand on va sur Google, on tombe sur plein de choses. C'est-à-dire qu'il y a du médical, pas du médical, il y a du grand public, pas grand public. Donc, il y a vraiment toutes les possibilités. En effet, si on perd régulièrement la... J'ai perdu ma... Elle est là, c'est bon, je l'ai retrouvée. Hop. Donc, en effet, tout média, tout public, il y a, comme me disait le professeur 10, des articles scientifiques et grand public mêlés. Le patient, quand il arrive en consultation, peut avoir une demande, alors pas obligatoirement pressante, mais elle va quand même être là. Elle va arriver généralement au milieu de consultation. En tout cas, il vient vous parler de son poids, de le fait que son obésité le gêne. Et en effet, il arrive avec cette demande qui arrive vraiment au milieu de consultation. Et alors, le méli-mélo des noms est impressionnant. C'est-à-dire, quand vous l'interrogez, j'ai volontairement mis Ozempic, le sémaglutide, en effet, Ozempic en rouge, parce que c'est vraiment ce qu'ils ont retenu. Ce qu'ils ont d'autres, les autres médicaments, c'est plus compliqué. En particulier, liraglutide et tirzépatide. Donc, généralement, quand ils viennent, il faut savoir s'ils viennent pour le poids ou est-ce qu'ils sont juste venus parce qu'ils ont entendu parler du médicament pour les diabétiques. Docteur, c'est le médicament pour les diabétiques. Après, on a besoin un peu de les sonder, de savoir est-ce qu'ils considèrent l'obésité comme maladie. Donc, toujours très compliqué, l'obésité maladie. Hein, Monsieur Opère en a vraiment parlé ce matin. Mais en effet, compliqué de voir toujours l'obésité comme une maladie et encore plus comme une maladie chronique. Leur question suivante, c'est comment ça marche ? Ils me demandent les produits, les médicaments, ça marche comment? Et je suis toujours très surprise de leur inquiétude modérée par rapport au scandale sanitaire antérieur. Ça ne revient pas très régulièrement, alors qu'on sait tous qu'on a eu en effet des difficultés avec les traitements. Et la demande est constante, c'est ce que disait aussi le professeur 10, sur quand est-ce que j'arrête, comment je vais arrêter. Donc, c'est vraiment je vais vous expliquer après, tout un travail de fond. Et en effet, est-ce que c'est remboursé par remboursé? Généralement, ils ont l'information quand ils viennent nous voir. Alors, le médecin, il a plusieurs choses à faire. Il doit falloir donner des réponses et se mettre en action. Donc, en effet, il y a le dialogue singulier, mais ça, on le fait avec tous nos patients. Toujours essayer de contrecarrer les idées plus ou moins erronées, combattre les fausses croyances et s'attendre à ne pas donner une réponse comme le souhaite le patient. On peut être amené à faire autre chose. Donc, les actions médicales propres, donc ça, c'est ce qu'on a mis au début quand on prend en charge un patient, en effet, vivant avec une obésité, c'est la définition de l'obésité. Est-ce qu'on prend l'IMC versus la nouvelle définition? On a bien vu que l'IMC pouvait encore, en tout cas, sert toujours. Est-ce que c'est une maladie chronique? Donc après, en effet, il y a tout le travail qu'on fait usuellement, c'est-à-dire interrogatoire fouillé avant toute prise en charge sur la trajectoire pondérale, une enquête alimentaire, l'activité physique, les examens à la recherche de causes secondaires, les recherches de complications de l'obésité, un bilan biologique à minima en fonction des signes d'appel et en effet, la gradation de l'obésité. Et après, les questions que le médecin va se poser, en tout cas, voilà, est-ce que mon patient est vraiment dans les critères? Est-ce que je n'ai pas une autre urgence médicale à traiter avant toute prise en charge d'une perte de poids? Et en effet, il va falloir lui expliquer les effets attendus et les effets secondaires à la fois fréquents et rares, éliminer les contre-indications à la prescription des analogues GLP-1. Là, je me suis un petit peu avancée, donc le choix entre les 2 à 3 molécules qui sont présentes sur le marché, parce qu'en effet, on va se poser la question en consultation. Et surtout, et j'insiste, sans oublier tous les autres axes de prise en charge. Diététique, activité physique, éventuellement prise en charge chirurgicale qui doit être proposée, et l'orientation vers les SMR si besoin. Donc moi, en effet, la question, c'était est-ce que mon patient est dans les critères de 2022? Donc en effet, je vous ai remis ce qui avait été mis en place justement dans le parcours, c'est quand est-ce que je prescris ces traitements. Donc comme on le disait tout à l'heure, c'est bien après une prise en charge nutritionnelle bien conduite, chez des patients en effet qui ont moins de 5% de perte de poids, on peut en effet introduire le traitement pour des niveaux de recours 2 et 3, ou en effet en cas
entre guillemets, d'urgence si l'obésité compromet l'autonomie des patients. Là, c'était fait avec le liraglutide, donc on va remettre au jour par rapport aux nouvelles molécules. Donc là, en effet, je vous rappelle, donc en ville, arrivée du semaglutide 2,4, simplement le 8 octobre. C'est assez récent, hein, donc pour savoir ceux qui n'ont pas eu l'expérience antérieure. Donc là, en effet, hein, je ne vous rappelle pas, c'est donc prescription par le médecin spécialiste, renouvellement par tout autre médecin, en se conformant bien sûr au parcours de soins de la HAS. Et donc pour le semaglutide, il y avait les contraintes de IMC supérieur à 35 et âge de moins de 65 ans. Je continue. Le tirzépatide, arrivé le 12 novembre, avec donc l'agence qui remet, l'agence du médicament en tout cas, qui explique donc que c'est de nouveau prescrit par les médecins qui ont une validité, une compétence en nutrition. Le renouvellement toujours par tous les autres médecins et toujours en se conformant en effet au parcours de soins de la chaise. Donc, vous avez tout ça en tête en commençant. Et donc, en effet, c'est comment prescrire. Donc là, je vais un peu reprendre avec vous. Voilà. Donc là, je mets souvent des liens pour les patients pour qu'ils aient toute l'information. C'est-à-dire, il y a l'information sur comment on injecte le produit. Donc, généralement, j'essaie de leur donner la vidéo et il y a aussi... Alors, attendez, seulement les cookies nécessaires. Donc, la première, sur le Wegovy. Ensuite, j'essaie de ne pas perdre ma souris cette fois-ci. Comment l'utiliser? Donc, pareil, je leur montre pour... Si ça veut bien. Voilà. Comment utiliser? Je refuse les cookies. Très compliqué, excuse-moi. Ah, voilà. Je suis professionnelle. Merci. Ça sera peut-être plus facile. Merci. Donc, j'en ai plus beaucoup d'autres après. Donc, qu'ils aient bien la modification. Je leur montre aussi, hein, c'est-à-dire j'ai toujours à disposition dans le bureau, donc toujours les petits goodies hein, pour leur montrer comment est-ce qu'on fait les injections, comment on utilise pour essayer un petit peu de démystifier. Il y a toujours la peur de l'injection, donc on fait vraiment très attention. Et il y a en effet aussi des sites sur lesquels je peux les orienter en leur disant vous aurez un soutien supplémentaire, en particulier dans le suivi et la prise en charge. Donc la consultation commande toujours par les effets attendus et les effets secondaires. Donc en effet, les effets attendus, je leur explique. Donc c'est le langage, hein, on essaie de vulgariser le langage médical qu'on apprend. Donc je dis ça joue sur la faim, c'est-à-dire ça diminue la faim. Ça joue sur la satiété, ça augmente votre satiété. Et j'utilise souvent l'expression « ça diminue le bruit alimentaire ». Alors ça parle beaucoup aux patients. Vous avez beaucoup de non-verbal quand vous leur dites. Des patients qui ont une longue histoire, donc justement, où ils se sont battus avec leur poids, où je leur dis les idées dans le genre « je dois pas, il faut pas, attention, c'est interdit », ça diminue ce que j'appelle ce bruit alimentaire. Je leur donne aussi les pertes de poids attendues pour les deux molécules, en effet, donc perte de poids 10-15%, 15-20%, et j'insiste énormément sur la durée. Les patients veulent tous aller très vite. Donc en effet, la durée, vous allez voir après ce dont je me sers, mais la durée, c'est vraiment, c'est 6 mois, c'est même 18 mois. Donc vraiment, c'est toujours inscrire dans le long terme, et en particulier, en effet, on le sait bien, on s'inscrit dans la maladie chronique, donc c'est vraiment du long terme. Alors, les effets secondaires, il y a un petit biais assez récent, je trouve, par rapport à ce qu'on décrivait auparavant. Je donne les effets, en effet, les plus courants, hein, donc les effets digestifs attendus, les effets biliaires, éventuellement les effets pancréatiques. Je donne aussi les effets pancréatiques et en effet, tout ce qui était un peu récemment sorti, parce que ça sort beaucoup dans la presse grand public, les effets éventuellement ophtalmiques et les effets sur la contraception. Toutes les choses qui sortent, qui font beaucoup de bruit actuellement. Donc, en effet, on essaye d'en parler aux patients sans dramatiser. Alors, je me sers souvent de ces deux diapos. Donc, c'est donc volontairement, hein, je n'ai pas mis de gros scientifiques, mais en effet, je me sers de ces deux-là pour leur montrer deux informations. C'est comment ça descend doucement dans la perte de poids. Et deuxièmement, en effet, sur la durée, c'est-à-dire qu'il nous faut du temps. Et il nous faut aussi, quand on arrête, c'était vraiment pour passer l'information, quand on arrête, ça a tendance, en effet, hein, c'est ce qu'on disait, le poids, ça remonte. Donc en effet, c'est vraiment pour inscrire dans la continuité, leur expliquer pourquoi c'est un traitement qu'on va mettre sur du long cours. J'essaie de voir avec eux aussi, mais ça se fait un peu en parallèle, hein, donc c'est dans l'interrogatoire que vous faites pour éliminer les contre-indications et en tout cas avoir les précautions d'emploi. Donc en effet, la question qui se pose, on se l'est posée en tout cas au début, on voulait prescrire le traitement, c'est est-ce qu'il faut faire une échographie abdominale?
Donc, en effet, j'ai repris les données tout simplement du Vidal. C'est ce que disait le professeur Dys. En effet, il y a des cholélithiases qui ont été rapportées, de même que des cholécystites, donc dans les études. Aussi bien avec le sémaglutide qu'avec le tirzépatide. Donc, en pratique, généralement, en tout cas pratique personnelle, je recherche les signes de lithiase biliaire. Les patients peuvent vous le décrire et dans ce cas-là, ça va entraîner le fait de prescrire une échographie abdominale. Je regarde s'il y a des échographies abdominales antérieures qui ont été réalisées et on évalue en effet avec le patient le risque, en tout cas j'évalue le risque de migration lithiasique si une lithiase est présente. Il y a souvent une balance bénéfice-risque à proposer aux patients. Je vous donne un exemple, en tout cas passé, c'est-à-dire qu'au début où j'ai prescrit l'iraglutide, en effet, il y avait quelques patients qui ont dû aller chez le chirurgien parce qu'il y avait une migration lithiasique, ils ont dû avoir une cholécystectomie. Donc après, la question de se dire, est-ce qu'il faut prescrire une écho abdominale chez des patients à risque, généralement qui ont une longue histoire d'obésité ou des patients de plus de 50 ans, il n'y a absolument rien de préconisé dans l'état de l'art. Donc les antécédents de pancréatite, on en parlait tout à l'heure. En effet, il y a des fréquences de pancréatite, c'est rare, c'est rapporté. En pratique, en effet, je ne prescris pas s'il y a des antécédents de pancréatite, quelle que soit la cause. Souvent, c'est très mal étiqueté. En plus, les patients, quand ils vous rapportent des antécédents de pancréatite, il est difficile de retracer toute l'histoire et quelle était vraiment la cause de pancréatite. Alors ça, je l'ai repris parce que c'est régulièrement demandé. J'en ai vu régulièrement des bilans arriver sur le dosage de la lipasémie en systématique. Donc c'est noté dans le RCP qu'il y a une élévation de l'amylase et de la lipase. Toutefois, donc ces patients, en effet, en cas de suspicion de pancréatite, on donne de plus en plus l'information, c'est-à-dire qu'on leur donne les signes de pancréatite aiguë. Donc on arrête le traitement. S'il y a vraiment cette suspicion de pancréatite, on l'adresse vers le service d'urgence, c'est-à-dire le dosage de la lipasémie ne doit en aucun cas retarder le diagnostic. Vraiment, là on insiste beaucoup et pour en avoir discuté avec pas mal de mes collègues, on est vraiment tous sur la même attitude. En effet, concernant les contraceptifs oraux, il y a eu des choses sorties dans la presse, mais il n'y a pas normalement d'ajustement particulier de la dose de contraceptifs à prendre. Et j'insiste par contre, parce que j'ai beaucoup de patientes, et on sait que c'est 80% de femmes, qui sont souvent en effet en désir de procréation et qui veulent en effet un traitement. Donc on leur dit bien que tout traitement, en tout cas, le traitement est contre-indiqué en cas de grossesse. Et je vous ai remis donc les arrêts en effet de traitement, c'est-à-dire pour le sémaglutide, il faut arrêter 2 mois avant la conception. Et pour le tirzépatide, c'est 1 mois avant la conception. Et enfin, il restait l'échographie thyroïdienne, parce que ça aussi, ça revient régulièrement. Donc en effet, on sait qu'il y a une augmentation de la calcitonine sérique. Voilà, mais on a montré que la pertinence des résultats était considérée comme faible. Donc, en pratique personnelle, en effet, je vais rechercher des antécédents chez les patients, mais on aura très rapidement des antécédents de carcinome médulaire si ça a été fait, et éventuellement de maladies, en tout cas, je leur parle de maladies cancer thyroïdien dans la famille, donc pour chercher une NEM, et généralement, les patients me redonnent l'info. Alors, après, en pratique, vraiment, voilà le type d'ordonnance que je leur fais. Donc, je vous ai volontairement mis, je n'ai pas mis le liraglutide, mais j'ai mis les 2 dernières, c'est-à-dire le sémaglutide et le tirzépatide. Donc, les ordonnances sont données aux patients pour la quantité pour 5 mois. Vous allez voir après la modification. Et avec les petits ajustements, c'est-à-dire que pour chacun, je rajoute le kit collecteur, enfin en tout cas pour le sémaglutide, et pour le tirzépatide, en effet, je pense au kit collecteur, aux aiguilles et éventuellement à la boîte violette. Donc, pensez en effet que ça se recycle. Donc, pensez à leur donner toutes les infos. Et systématiquement, et là je vais encore plus insister parce que je passe beaucoup de temps en consultation, les consignes sont à la fois écrites et orales. C'est-à-dire que je leur dis bien que s'il y a je leur explique l'augmentation des doses. C'est-à-dire le premier mois, alors je vais prendre volontairement, je vais me servir en effet du tirzépatide. Premier mois, vous êtes à 2,5 toutes les semaines. Le stylo, il y a tout ce qu'il faut, ça va fonctionner sur 1 mois. Vous passez à 5. Si vous ne tolérez pas le 5, vous rediminuez à 2,5. La même chose, je leur dis si ça fonctionne, n'augmentez pas obligatoirement les doses. Donc il y a toujours la consigne qui est bien marquée. Pour le pharmacien, les doses peuvent être délivrées de 1 à 3 mois. Donc il y a des études qui ont montré, j'ai eu un peu de mal à les récupérer, mais en tout cas ont montré qu'en effet, quand on laisse, entre guillemets, ces temps progressifs et non pas imposés, en effet, le patient déjà utilise son traitement et surtout, on arrive vraiment à une bonne tolérance et une bonne adhérence au traitement.
Donc là, en effet, comme on ne sait pas du tout pour les vitamines ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je leur ai mis comme consigne, c'est en cas de perte de poids importante, c'est-à-dire on a mis la barre à 10 kg par mois, c'est de prévenir le médecin. Parce que je leur dis, on a quelque chose de particulier à faire, c'est-à-dire qu'on doit s'occuper pour être sûr que vous n'ayez pas de carence. Même chose, je leur dis de prévenir l'anesthésiste s'il y a une intervention chirurgicale. Et en effet, je redonne aussi des consignes d'oubli, c'est-à-dire les patientes qui oublient. Alors, pas le fait d'oublier sur une semaine, mais oublier 2-3 semaines, de recommencer à la plus petite dose. Donc après, en effet, ça c'était pour la haute autorité en disant que j'étais bien endocrinologue et que, en effet, je prescrivais le traitement dans l'état de l'art. Et je remets de la même façon, aussi bien pour le thirzépatide que pour le sémaglutide, tous les effets attendus et les effets secondaires, en tout cas principaux. Ça, tout ce que j'ai dit aux patients est de la même façon écrit sur l'ordonnance, pour qu'il y ait bien le rappel et que ça soit bien suivi. Alors, le choix entre les 3 molécules disponibles sur le marché. Je vais aller très doucement dans mes conclusions. Donc, en effet, il y a, parce qu'ils vont me le demander, vous allez vous retrouver dans des situations pas toujours faciles, parce que les patients arrivent en vous demandant « je veux », alors je vais vraiment utiliser le mot commercial, « je veux le Mounjaro » ou « je veux le Wegovy ». Voilà, ça peut arriver comme ça. Donc là, c'est là où, en effet, il faut leur trouver l'argument, le pourquoi du comment. Donc, je vous ai remis les AMM, et ça, les AMM, donc on les a repris et connus, sont similaires. Donc, prudemment, je me suis posé la question en disant, est-ce que je le fais en fonction de l'âge ? Parce qu'on a quelques limites pour une molécule. Est-ce que je reprends toute l'histoire du patient ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des échecs antérieurs, pas antérieurs ? Est-ce qu'il a déjà eu du liraglutide ? Comment s'est passé toutes les failles, en fin de compte, dans l'essai de sa prise en charge, en fin de compte ? Est-ce que je le fais en fonction du niveau de l'IMC ? Est-ce que je le fais en fonction du choix du patient ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va me le demander ? Il y a la notion de prix qui rentre alors en ville énormément. Je pense qu'à l'hôpital aussi, mais l'hôpital, c'est moins pressant. En tout cas, en ville, ça rentre énormément. Sur la disponibilité du produit, ça s'est posé il y a quelques temps, là, ce n'est plus le cas. Sur les habitudes du prescripteur. Vous prescrivez quelque chose que vous maîtrisez. Donc, ça peut aussi, en effet, être plus facile à ce moment-là. Et sur les données cliniques, donc là, il y a l'étude du 11 mai qui est bien sortie. Donc, j'avais récupéré celle-là auparavant, donc chez les adultes, qui montrait en effet voilà, le fait qu'il y aurait une supériorité du thirzépatide versus le sémaglutide. Donc, en effet, là-dessus, compliqué. Dans le choix, je ne vous donnerai pas des choses arrêtées. En effet, c'est en fonction de quand vous vous retrouvez avec le patient. Et donc, j'insiste vraiment beaucoup, et je laisserai la place ensuite à Charlotte, mais diététique, activité physique, discuter la prise en charge chirurgicale si vous considérez que le patient le nécessite ou une orientation vers un SMR, il faut vraiment que ça soit pris en charge. Donc, l'accompagnement diététique et activité physique, pour moi, c'est une condition sine qua non. Alors, j'ai juste repris quand même des choses, parce que ça peut vous arriver en consultation. C'est vraiment les gens qui ne peuvent pas bénéficier, entre guillemets, d'emblée du traitement, parce que vous en avez encore. J'ai des restreints. C'est docteur, je mange une fois par jour. Donc là, déjà, compliqué. On reprend tout. Les anarchiques, donc les alimentations déstructurées, même si c'est des patients que vous avez vus avant, qui ont déjà un parcours, on se retrouve dans ce type de patients. Alors les naïfs alimentaires, j'en ai encore, des patients du premier recours qui n'ont pas tout à fait suivi les mesures génotétiques dont vous leur avez déjà parlé il y a quelques mois, et au pire, qui ont oublié tout ce qui leur a été dit. Et les crédules, donc voilà, c'est stéréotypé, mais c'est un peu ça, le médicament va tout régler dans ma vie. C'est des profils patients que vous pouvez avoir. Donc clairement, réexpliquer l'obésité, réorienter vers la diététicienne psychologue et réévaluer. Par contre, le patient, il faut toujours lui laisser, on est dans un parcours, le temps. Donc réévaluer à 3-6 mois de manière à revoir avec lui les modifications alimentaires qui ont été mises en place. Donc le suivi médical, en effet, là j'ai demandé à revoir tous les patients mis sous traitement 3-4 mois après l'instauration. Sans délégation initiale, en tout cas auprès de mes collègues, parce qu'en effet, je veux vraiment reprendre l'efficacité à mi-parcours, la perte de poids rapide versus la perte de poids lente, vérifier la tolérance, vérifier l'évaluation des ressentis, faim, satiété, le fameux apaisement mental, réévaluer l'alimentation, la reprise de l'activité physique, réévaluer les objectifs du patient. Ces objectifs en termes de perte de poids se modifient souvent avec le temps. Et en effet, réexplication sur la durée du suivi, sur la prochaine réévaluation médicale et l'éventualité de décroissance du traitement. Ça, ils vous le demandent régulièrement. Je ne m'avance pas sur cette partie-là. En effet, le traitement est censé être pris à vie. Donc, je fais aussi une réévaluation somatique complète et une réévaluation nutritionnelle, en particulier s'il y a des signes de carence vitaminique et ou protidique. Et donc, je voulais juste vous donner quelques exemples. J'ai pris
3 exemples, alors volontairement des patients avec sémaglutide parce que j'ai plus de recul. Donc là, c'est un profil d'une femme, donc 50 ans, IMC initial 36, complications, syndrome d'apnée du sommeil, stéatose et une arthrose L3, L4. Je la suis depuis 5 ans, il y a eu un échec de la prise en charge du SMR, échec du Saxenda. Donc début du traitement par sémaglutide le 11 novembre. Je l'ai revue le 18 février. J'ai une perte de 7,5 en 3 mois. Elle décrit un effet satiété merveilleux et un apaisement mental. C'est-à-dire, voilà, c'est une femme qui a une longue histoire d'obésité, plus de 25 ans. Et en effet, elle dit qu'elle est vraiment soulagée. Et donc souvent, je me sers de la décroissance de l'étude en leur montrant où est-ce qu'elle se situe dans le parcours. Pour que justement, il n'y ait pas de surévaluation des besoins. Donc là, je vous ai mis une autre femme, 54 ans, obésité grade 3 non compliquée. Donc en effet, je la suis depuis plus d'1 an. Elle a bien mis en place les règles hygiéno-diététiques et elle avait uniquement une stéatose hépatique. Donc je l'ai vue 120 kg, début du sémaglutide le 20 octobre. Je l'ai revue à 12 semaines 113, à 26 semaines 106. Donc elle n'a aucun effet secondaire. Satiété vraiment parfaite et un apaisement mental. Et je vous ai mis le verbatim. Voilà, ça me va bien votre traitement, docteur. Et là, volontairement, un cas un petit peu différent, c'est une jeune femme, 32 ans, que je connais depuis 2018, qui avait donc eu une sleeve au poids de 118 kg, Nadir 86, qui a une reprise pondérale parce qu'on l'a perdu de vue pendant quelques années. Je lui avais essayé le Saxenda en 2023, elle avait uniquement perdu 4 kg, elle avait un poids à 98 kg. Quand je reprenais un peu la projection avec la courbe bariatrique de Sophia, elle était quand même, donc elle avait repris du poids, c'était un poids attendu à 90. Donc elle a un début de Wegovy le 30 janvier, je l'ai revue la semaine dernière. Donc poids initial 98 kg, poids à 3 mois et demi 87 sur des petites doses de sémaglutide entre 0,25 et 1. Et en effet, on a commencé la dose de Wegovy 1,7. Donc voilà, c'est à peu près les exemples de patientes que je vous ai mis là. Donc les messages clés, traitement médical, parce que je dis que c'est le membre actif de l'arsenal thérapeutique, bien expliquer le mécanisme d'action, bien donner les effets secondaires sans suralerter, rappeler les conditions de prescription qui nous ont quand même été données par nos autorités de santé, insister sur la prise du traitement au long cours et surtout sur le suivi régulier des patients, sans bien sûr, tout en prenant en charge l'obésité complètement, avec l'évaluation du retentissement pour chaque patient, et s'attendre à ne pas toujours répondre à la demande pressante du patient. Beaucoup demandé. Donc juste petit clin d'œil. J'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas, le Serment d'Augustin. Donc c'est un podcast qui a été réalisé ici en collaboration pour tout ce qui est justement stigmatisation de l'obésité et la prise en charge par les soignants. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Et enfin, je tenais à remercier donc toute l'équipe ici. Alors petit clin d'œil clairement pour la Pitié-Salpêtrière, mais surtout pour l'Hôtel Dieu où j'ai été formée initialement. Merci.